On entend quand même énormément de conneries sur les levées de fonds. Donc j'avais envie de faire une vidéo pour dévoiler toutes les vérités et les dessous des levées de fonds afin de rétablir le pouvoir de force qui aujourd'hui est vachement dans les mains des investisseurs et pas forcément dans les mains des fondateurs parce qu'il y a une asymétrie de l'information. Donc mon objectif, c'est de te partager tous mes apprentissages. Pour donner un peu de contexte, moi j'ai investi dans à peu près 20-25 startups, quelques millions d'euros. J'ai investi aussi dans 3 fonds de VC. Et à côté de ça, j'ai vendu à un fonds de grosse equity 20% de ma boîte pour 30 millions il y a quelques années. Donc j'ai une connaissance globale du marché qui est plutôt bonne. La première phrase, qui est la phrase la plus conne que j'entends souvent, c'est « vaut mieux une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un gâteau qui vaut rien du tout ». Pour te raconter l'histoire, j'avais demandé à un mec qui me raconte qu'il est cofondateur d'une boîte qui est valorisée du coup beaucoup, et je lui demande du coup combien il détient. Évidemment, dans ces cas-là, le mec veut pas te répondre parce qu'il a honte en fait d'être cofondateur avec 1%, ce que j'ai appris par la suite évidemment. Donc il me ressort cette phrase. Quelques temps plus tard, la boîte qui valait 1 milliard, en fait, elle vaut rien du tout. Et en vérité, pour te donner mon expérience de l'entrepreneuriat des 10 dernières années, c'est que très souvent, les gens qui font le plus d'argent lorsqu'ils revendent leur boîte, c'est souvent des fondateurs de boîtes qui n'ont pas levé ou qui sont restés bootstrap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a énormément de clauses qui peuvent arriver et qui peuvent diminuer ton gain lorsque tu vends et que tu as levé des fonds. Et je t'en parlerai dans pas très longtemps. Mais un point qui est super important par rapport à ce pourcentage, c'est aussi, je voulais parler donc des BSPCE ou ce qu'on appelle en anglais les stock options. J'aime bien le nom stock option en anglais parce que je trouve que c'est beaucoup plus logique d'appeler ça une option de stock, puisqu'en gros, tu as l'option d'acheter un stock. Donc quand on te dit on te donne des parts de la boîte et que tu es employé en startup, c'est pas vraiment vrai. On te donne une option d'achat. Et cette option d'achat, bon attends, il y a un peu de bruit, je vais me mettre à l'intérieur. Cette option d'achat, elle te donne le droit d'acheter des actions à un prix qui est défini. Et ce prix, il est défini comment ? En général, il est défini par la dernière valorisation en date de la boîte. La valorisation, elle peut arriver soit quand tu passes par des cabinets externes qui peuvent valoriser ta boîte, mais en général, dans l'écosystème startup, ce qui se passe, c'est que c'est souvent lorsqu'il y a une levée de fonds. Donc en fait, typiquement, si la boîte a levé à une valorisation de 100 millions et que toi, tu as 1% de la boîte, bah en fait, la plupart des gens pensent qu'ils sont millionnaires. Ou en tout cas, c'est comme ça que la plupart des fondateurs de boîtes vont te vendre les actions, alors que c'est pas du tout le cas. En gros, quand tu as 1% d'une boîte valorisée à 100 millions et que ce 1%, on te le donne en stock option, ce que ça veut dire, c'est que quand tu auras vesté, donc récupéré la totalité de tes actions, tu auras le droit d'acheter ces actions pour 1 million. Et donc, l'argent que toi, tu vas faire, ça va être la plus-value entre ce million que tu auras dépensé et la valorisation à laquelle la boîte sera rachetée. Donc, si la boîte, par exemple, est vendue 50 millions, ben toi, tu vas avoir perdu 500 000 euros. Donc, c'est un vrai risque que tu prends. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on décide d'exercer son droit d'acheter ses actions. Bien faire attention à ce que la valorisation soit pas décorrélée. Parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires et franchement, mais juste faites attention, des gens qui décident d'exercer le droit d'acheter de leurs actions et la boîte, en fait, elle va au tapis et ils se retrouvent à avoir perdu de l'argent. Et je trouve ça vraiment genre horrible. Donc, vraiment, faites attention. Comprenez bien comment ça fonctionne les BSPCE parce qu'il faut pas se retrouver dans une situation où globalement toi t'achètes tes actions alors que derrière en fait tu vas pas faire de plus-value. Donc en général ce qu'il faut faire c'est acheter ces actions uniquement lorsque la boîte est revendue et que vous êtes au courant que vous avez fait du coup une plus-value. La deuxième connerie que j'entends souvent c'est quand des fondateurs viennent me voir et qui me disent ouais on a réussi à lever avec un fonds et je leur demande les termes du contrat et là ils me disent bah c'est des termes standards. Alors ça, c'est un truc que les VC adorent te dire, c'est standard. La vérité, c'est que dans un contrat, standard, ça veut rien dire. Standard, ça veut simplement dire, on a niqué toutes les startups de la même manière et on a utilisé ces termes. Voilà ce que ça veut dire, la traduction. Hein. Tu vois, je te la fais cash, mais c'est ça en gros. Donc, standard, typiquement, un VC peut te dire que avoir une liquide pref, c'est standard. Donc, qu'est-ce que c'est une liquide pref ? Donc, par exemple, je reprends le cas de notre startup qui avait levé, mettons qu'ils avaient levé 30 millions à une valorisation de 100 millions. Ok, la boîte est vendue 100 millions.
Mettons que toi, tu es 10% dans la boîte. Est-ce que tu penses que tu vas avoir 10 millions? On fait beaucoup de maths là, hein, je suis désolé. Mais est-ce que tu penses que tu auras 10 millions? Bah, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, la liquide pref, ça veut dire que en gros, le fonds sera le premier à récupérer son argent lorsque la boîte est vendue. Donc, ce qui se passe en général, pour qu'une boîte elle arrive globalement à 100 millions, bah en fait, peut-être qu'elle avait levé 30 millions au dernier tour, mais au tour d'avant, elle avait sûrement levé 15 et au tour d'avant peut-être 5. Et donc du coup, on se retrouve à globalement avoir une boîte qui a levé 50, 60 millions, allez, sur une valorisation totale de 100 millions. Et donc toi, tu te dis avec 10%, bah, je devrais avoir 10 millions. Non, parce qu'en fait, ces fonds-là qui ont eux mis peut-être 60 millions, ils ont une liquide préférence. Ces 60 millions peut-être qui représentent que, je sais pas, avec les différents tours, on va dire que ça doit représenter peut-être aller 50% de la boîte, puisque au début, évidemment, ils ont pris 20%, au second tour 20%, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils doivent récupérer leur argent en premier. Donc, sur les 100 millions qui sont touchés, eux, ils prennent direct 60 millions. Et après, l'argent va être rétabli en fonction des shares de chacun. Et évidemment, chaque action peut avoir des préférences. Et donc, une action de préférence, c'est quoi? C'est une action qui te permet d'avoir des droits spécifiques. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que les actions peuvent t'apporter, mais une action peut t'apporter plus de droits de vote. Elle peut t'apporter justement de récupérer de l'argent en direct, d'avoir des dividendes, alors que certaines actions ne peuvent ne pas en avoir. Donc, en fait, tu peux faire globalement tout ce que tu veux et il n'y a pas de termes qui sont standards. Donc, des trucs, moi, en gros, là où je vous conseille de faire attention, si vous levez ou si vous voulez, lever avec des VC ou vendre une partie de votre boîte, et moi, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est la liquide pref, il faut faire gaffe à ça. Soit il faut l'accepter et se dire que vous n'avez pas trop peur parce que la valorisation à laquelle vous levez, elle est pas trop élevée par rapport à votre boîte et donc ça posera pas de problème. En gros, la liquide pref, pour moi, elle pose pas de problème quand vous avez un business qui est sain et quand votre valorisation, elle est en adéquation avec votre business. Je te donne un exemple tout con. On va prendre les logiciels puisque c'est assez facile. Quand tu fais 10 millions de revenus récurrents annuels, que tu décides de lever et que ta valorisation, elle est à 300 ou 400 millions. Donc, ça veut dire 30 ou 40 fois le revenu récurrent annuel en multiple. Ça, c'est une valorisation qui, pour moi, est déconnante. Donc, toutes les valorisations qui sont en gros aller entre 30 et 100 fois ton revenu, puisque c'est ce qu'on a pu voir, c'est une valorisation qui est totalement déconnante. Le conseil, c'est de pas faire de liquide pref là-dessus, parce que s'il y a une liquide pref, en fait, tu te feras niquer et globalement, tu toucheras rien. C'est mon avis, hein, tu vois. Après, il y a quelques cas où ça peut être différent, mais globalement, tu te feras quand même niquer. Par contre, si tu restes dans un range qui est raisonnable, c'est-à-dire que ta valorisation, elle est allée entre 5 à 10 fois le revenu récurrent annuel, là, ça passe puisque potentiellement, c'est un chiffre que tu vas pouvoir atteindre avec un peu de croissance, tu vois. Donc moi voilà, c'est comme ça que je me base et c'est là où j'essaye de faire justement attention. Mais globalement, les termes standards n'existent pas. Un terme standard qui existe et qu'on voit souvent, c'est caper le salaire des fondateurs. Bah en fait non, essayez de faire une formule qui soit assez logique. Donc moi par exemple, ma rémunération, j'ai pas besoin de la faire approuver au board la raison pour laquelle je la fais pas approuver au board, c'est parce qu'elle est indexé sur notre taux de croissance. Donc à partir du moment où on fait de la croissance, j'ai le droit de m'augmenter comme je veux. Et ça, c'est un truc en fait qui se négocie. Pareil, en fait, vous pouvez négocier. Typiquement, ça se fait pas beaucoup dans les startups, mais typiquement l'achat de bureaux. Je sais qu'il y a, c'est un truc qui se fait beaucoup quand les boîtes ne lèvent pas. Donc les fondateurs achètent les bureaux et ensuite ils louent leurs bureaux au prix du marché à leur boîte, ce qui leur permet de rentabiliser un investissement et donc potentiellement aussi d'accroître leur richesse, ce qui est assez logique en fait. Plutôt que de dépenser de l'argent et de le donner à quelqu'un que tu connais pas, autant que cet argent il revienne à toi, puisque la valeur qui est créée, elle est créée par toi, par ton entreprise, tu vois. Mais ça, il y a beaucoup de VC qui vont refuser ce genre de choses. Donc ça, c'est un truc que tu peux mettre dans ton pacte si tu veux. Donc voilà, ça c'est juste une petite aparté pour vous dire qu'il n'y a aucun terme qui est standard et que tout se négocie. Le truc, donc j'ai un peu mentionné, mais le plus important, c'est évidemment les termes du contrat et pas la valorisation. Parce que comme je vous ai dit, en fait, à partir du moment où il y a une liquide pref, bah en fait, la valorisation, elle est basée sur cette liquide pref. Donc,
quand t'as un VC met par exemple 100 millions dans une boîte en cash à une valorisation d'1 milliard, en fait, lui, il considère que la boîte, elle vaut pas 1 milliard, mais qu'elle vaut 100 millions, puisqu'il a sa liquide préf. Puisqu'en fait, ça veut dire que si la boîte est vendue, il récupérera son argent en premier, et donc son risque, il est archi limité, puisque globalement, 1 dollar dans le compte en banque, c'est forcément 1 dollar valorisé à l'extérieur, quoi, tu vois. Puisque quand tu rachètes une boîte, en fait, t'achètes généralement la boîte en net cash, c'est-à-dire que, mettons que tu vas me dire, ok Guillaume, ta boîte, je te la rachète 200 millions. Bah en fait, le vrai prix final, ça sera 200 millions plus le cash que j'ai sur ma balance sheet, donc dans mes comptes en banque, donc peut-être, je sais pas, 10-15 millions, un truc comme ça. Autre point super important, et ça, je pense qu'il y a très peu de fondateurs qui le savent lorsqu'ils lèvent, mais si tu grossis pas assez vite, bah en fait, tu vas t'enfermer vraiment dans un cercle vicieux interminable. Et je vais te raconter des histoires assez ouf qui peuvent se passer. Quand un fonds investit chez toi, lui, son objectif, c'est que et ça va dépendre des fonds et ça va dépendre des stades auxquels ils investissent, mais globalement, sous 5 à 7 ans, ils aimeraient bien que tu revendes ta boîte. Pourquoi? Parce qu'ils doivent redonner à leurs investisseurs. Donc moi, je suis investisseur dans des fonds et mon objectif, c'est qu'au bout de, je sais pas, 10 ans, par exemple, je récupère 3 à 4 fois l'argent que j'ai investi initialement. Ça, c'est un peu leur promesse en général. Tu as des fonds qui surperforment ça et tu en as qui sous-performent. Et globalement, eux, ce qu'ils font, les fonds, c'est que ils aiment bien qu'il y ait d'autres événements de liquidité ou d'événements de levée. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire un reporting à leurs LPs, donc en l'occurrence leurs investisseurs. LPs, c'est pour Limited Partners. Et ce qu'ils font, c'est que, mettons que eux, ils investissent à une valorisation de 100 millions. Soit si tu grossis pas assez vite, en fait, tu vas pas pouvoir lever. Donc si tu peux pas lever, eux, ils sont obligés de reporter ta boîte comme une boîte qui grossit potentiellement pas assez vite, donc ils doivent réajuster la valorisation et donc ça plaît pas forcément à leurs investisseurs. Et en général, ce qui se passe du coup, c'est que tu peux avoir deux cas. Tu as le cas 1 où en fait l'investisseur se désintéresse totalement de ta boîte et en fait il veut pas que tu la fermes parce que lui, si ça passe à zéro, en fait il va devoir dire à ses investisseurs que l'investissement il a pas marché et ça peut lui faire chier. Donc en fait il va te pousser à continuer de bosser sur un truc, potentiellement atteindre une rentabilité et vraiment genre s'accrocher le plus longtemps possible à des projets qui parfois devraient être tués rapidement. Ou effet inverse, parfois en fait tu vas pouvoir lever mais à des conditions qui sont pas forcément super favorables et donc du coup lui il va te mettre des bâtons dans les roues. Je te donne un exemple très concret. Il y a un mec qui devait du coup lever. 3 ans après sa levée avec un investisseur, mettons que la valorisation était initialement à 100 millions, 3 ans plus tard, il avait la possibilité de lever à une autre valo de, je sais pas, 120 ou 130 millions. Ce qui veut dire que le gain en 3 ans, il est quasiment nul de valorisation. Et donc pour un investisseur VC, c'était nul à chier. Et comme ce VC qui était justement au board, lui, devait lever un nouveau fonds, parce qu'en fait les VC ça fonctionne comment? Ils vont lever des fonds. Et ils lèvent pas des fonds en continu, les VC. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils lèvent un fonds après l'autre. Donc oui, ils sont toujours à essayer de chercher de l'argent, créer des contacts et tout. Mais en fait, globalement, ce qui se passe, c'est qu'ils vont lever leur premier fonds, qui va être peut-être, je sais pas, 200, 300 millions. Ils vont investir tout ce fonds-là. Et avant d'avoir investi la totalité, ils lèvent un second fonds. Et pour lever ce second fonds, en général, tu te bases un peu sur ton track record. Donc en gros, regardez les startups dans lesquelles j'ai investi et je vous montre qu'elles ont bien performé. Sauf que ce VC, comme il avait un portefeuille qui était pas fou, il voulait pas reporter que cette boîte-là qui survendait un petit peu dans son portefeuille, en fait, en 3 ans, n'avait fait que à peine 1,3, donc 30% de croissance sur les 3 ans, ce qui est vraiment nul, tu vois, dans l'écosystème startup. Donc, au moment de la levée, l'investisseur, en fait, a bloqué la levée puisque, une fois de plus, dans les termes du contrat, il avait cette possibilité de bloquer une levée ou parfois de même bloquer la vente. Et donc ça, c'est une histoire assez connue de Rand Fishkin qui avait lancé Moz à l'époque. Donc en fait, c'était une boîte dans le SEO qui marchait très bien avec une belle traction. Il y a HubSpot qui va pour les racheter, mais un des VC qui était chez Moz dit que la valo, elle est pas assez élevée. Il essaye de forcer la négo, ça marche pas. Et en fait, au final, le VC bloque la vente. Sauf que quelques années plus tard,
Moz a eu une énorme chute, déclin, la boîte marche pas du tout, etc., etc. Et donc, au lieu de pouvoir se retrouver avec le fondateur qui aurait pu prendre genre 20-30 millions et le fonds peut-être récupérer 10 ou 15, bah en fait, il se retrouve avec rien. Et ça, en fait, c'est des trucs qui peuvent arriver. Et dans le cas que je vous ai raconté juste avant, bah en fait, le VC a dit au fondateur, il lui a dit, écoute, moi, je préfère en fait que la boîte, elle aille au tapis dans 6 mois, plutôt qu'on lève à une valorisation de merde dès maintenant. Parce que dans 6 mois, j'aurai levé mon fonds et ça sera plus facile de dire que dans le fonds 1, on a eu un échec que maintenant, en fait. Donc, en gros, ça, c'est un autre point qu'il faut garder en tête, c'est que les investisseurs n'ont pas forcément les intérêts alignés avec les vôtres. Et ça, c'est super important de le comprendre. Quand la boîte, elle grossit et que tout fonctionne très bien, bah, les investisseurs, ils sont super sympas, ils sont toujours très cool et c'est normal en fait, parce que c'est leur métier. Leur métier, c'est d'investir de l'argent qui ne leur appartient pas et de faire en sorte que cet argent vaille plus dans quelques années pour que eux puissent faire plus d'argent et lever à nouveau des fonds. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les intérêts peuvent être désalignés à un certain moment. Et ils sont désalignés en général quand la croissance elle est pas très élevée, quand le fondateur a envie de faire une boîte un peu différente. Et en fait, il y a plein de raisons qui peuvent arriver. Mais il faut se prémunir de ces raisons en amont quand tu es fondateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moment où ça arrive, bah, en gros, ça crée des guerres. Et moi, je suis pas en train de cracher sur les VC, parce qu'il y a plein de VC qui sont très sympas et qui font bien leur taf et tout. Mais c'est juste que c'est deux jobs totalement différents, être VC et être entrepreneur. Et donc, c'est important de comprendre les différences afin de se prémunir et surtout de bien négocier les termes de son contrat. Ouais, un autre point aussi que je vois souvent, mais bon, ça, c'est assez classique, mais la levée de fonds. J'ai jamais compris, en fait, quand des gens lèvent des fonds qui font des grosses fêtes. Parce que oui, c'est important de célébrer ta levée, mais en fait, le plus important, c'est pas ta levée. Le plus important, c'est de rendre tes clients successful. Une levée de fonds, ça valide pas ton product market fit. En fait, j'ai l'impression que tu as des entrepreneurs, ils sont ultra chauds pour lever des fonds, genre ils bossent comme des oufs pour lever. Et derrière, après, ils pensent que c'est les vacances. En fait, non, le taf, il commence quand t'as l'argent, quoi, tu vois. Enfin, ou même, il aurait dû commencer bien avant. Mais bon, voilà, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête. C'est pas du tout, et même moi, pendant longtemps, hein, j'étais persuadé que quand tu levais des fonds, c'était ça la réussite. C'est pas du tout ça la réussite. La réussite, c'est de réussir à faire une boîte qui apporte une solution à un vrai problème. Et le meilleur argent que tu pourras prendre, c'est l'argent de tes clients. Ah ouais, un point aussi, bon, j'en ai un petit peu parlé, mais ta valorisation, il faut faire vachement gaffe qu'elle soit pas trop élevée. En fait, si elle est trop élevée, ça crée plein de problèmes. Ça crée plein de problèmes, pourquoi? Parce que, ça veut dire que pour aller chercher le round d'après, tu vas galérer. Je vous donne des exemples. Tu prends Luco, tu prends Miro, que des boîtes qui ont levé à des valorisations qui n'avaient aucun sens. Et ben en fait, aucun sens. Pourquoi? Par rapport à leurs revenus qui étaient pas du tout assez élevés. Et ben ces boîtes-là, elles sont dans la merde. Soit en redressement judiciaire, soit rachetées à 1 euro. Et donc en fait, elles ont gâché la vie de plein de personnes qui étaient dans l'aventure. Parce que, en fait, ils ont survendu une valorisation. En gros, quand tu mets la valorisation, c'est juste, en gros, c'est comme si tu disais, la valorisation, c'est la marche sur laquelle tu vas marcher après. Donc, tu as deux choix, tu vois. Soit tu te dis que tu mets une valorisation qui est là, soit en fait, tu te dis que tu mets une valorisation qui est là. Mais si tu mets une valorisation super élevée, attends-toi à devoir sauter super haut. Et la plupart des boîtes, en fait, elles comprennent pas que les valorisations, elles sont dépendantes d'un marché que tu contrôles pas, puisque c'est l'économie globale. Donc, en 2021, je t'explique globalement, rapidement, comment ça fonctionne l'économie. Mais c'est, en 2021, les taux, ils étaient super bas. Ce qui veut dire que l'argent était gratuit. Et donc, quand l'argent est gratuit, ben, en fait, les investisseurs, ils investissent beaucoup plus. Comme les investisseurs investissent beaucoup plus, les valorisations ne font que monter, puisque tu as énormément d'argent qui arrive sur un marché. Et comme il y a énormément d'argent qui arrive sur un marché, ben en fait, les gens se battent sur les mêmes deals et donc ça ne fait que monter les valorisations des deals. Problème, quand les taux décident d'augmenter, il y a beaucoup moins d'argent sur le marché, donc les gens ne peuvent plus lever comme ils levaient avant, donc les valorisations diminuent, plus de compétition entre les startups cette fois-ci et plus entre les VC, donc ça devient beaucoup plus dur et tu as des boîtes qui sautent. Et ça, c'est très dur. C'est pas toi t'es pas la Banque Centrale Européenne, c'est pas toi qui décide des taux. Donc en fait, toujours avoir en tête quand tu prends une valorisation et quand tu lèves une valorisation qui soit logique parce que en fait ça peut te mettre dans des situations où en gros tu plies ta boîte juste parce que tes investisseurs ils veulent plus te suivre parce que ta valo elle était trop élevée et c'est très con de faire ça. En gros il faut toujours essayer en business de faire des situations où tout le monde est gagnant et tout le monde gagne quand les valos elles sont pas totalement décorrélées de la réalité. En fait c'est aussi simple que ça. Bon aussi une phrase d'investisseur, faut quand même un peu leur tirer dessus de temps en temps.
tous ceux qui te disent on est dans le même bateau. Non, vous n'êtes pas dans le même bateau, clairement pas. Un investisseur, il a 20, 30 investissements, il diversifie à fond ses risques. Toi, tu es, en tant que fondateur de startup, ultra focus sur ce que tu fais. T'es pas vraiment dans le même bateau. Lui, il a mis une pièce dans ton bateau. Il veut que cette pièce, elle se transforme en un coffre-fort. Mais si cette pièce, elle sombre, ça va pas changer sa vie, alors que toi, ça changera la tienne en fait. Donc ça, c'est ultra important de bien se rappeler ça. Et c'est pour ça, une fois de plus, j'insiste là-dessus, mais les termes avec lesquels tu vas lever des fonds sont les termes les plus importants, puisque en fait, c'est ce qui va déterminer à quel point toi, tu gardes du contrôle sur ta boîte ou pas, tu vois. Ensuite, un autre point, je pense qui est important, c'est les coûts cachés de la levée. En fait, la levée de fonds, ça a plein de coûts cachés. Les avocats, donc déjà, quand tu lèves des fonds, faut compter, ça dépend combien tu vas lever, mais aller entre 40 et 100 000 euros d'avocat. Donc déjà, c'est des frais. Évidemment, si c'est des toutes petites levées, non, mais si tu commences à lever, je sais pas, en dizaines de millions, là, c'est des frais qui augmentent. Mais c'est bien, en fait, ça vaut le coup d'avoir des très bons avocats et notamment des avocats qui comprennent le business afin de t'aider à négocier les termes qui doivent être négociés. Ça, c'est super important d'avoir des bons avocats parce que sinon, tu vas te faire niquer. Puisque globalement, les termes d'un contrat, tu as des VC qui passent leur journée à faire ça et toi, t'es pas un avocat, tu vois, donc tu connais pas tous les termes. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où il y avait des termes que je comprenais pas, que j'ai pas compris et où potentiellement dans certains contrats, j'ai pu me faire niquer. Après, évidemment, avec le temps, t'apprends, mais je pense que c'est un truc qu'on sous-estime souvent en tant que fondateur. On est tellement excité par un deal que parfois on passe trop rapidement sur ça et il faudrait pas techniquement. Dans les coûts cachés, tu as la due diligence, donc ça on n'y pense pas, mais en fait ça prend aussi pas mal de temps. Moi quand j'ai revendu 20% pour 30 millions de la boîte, la due deal elle était assez rapide puisqu'on avait une boîte qui était quand même assez simple, donc en gros on a eu un audit technique qui a pris peut-être 6 semaines, mais en fait ça a pris un peu de temps à l'équipe dev, mais pas non plus trop de temps. L'audit financier, il avait été fait par Ernst Young, mais en fait, on était ultra carré, pas une comptabilité très complexe. C'était assez simple. On est un business SaaS, donc les gens mettent leur carte de crédit, payent. C'était vraiment super facile à auditer. Mais en fait, faut pas oublier que par la suite, tu as aussi des coûts, puisque en fait, là, typiquement, après avoir revendu du coup 20%, bah en fait, moi, j'ai un board tous les trimestres. On doit faire un reporting financier. Notre fonds, il se fait auditer tous les ans. Donc, quand ils auditent le fonds, ils auditent aussi les boîtes. Donc, en fait, il y a plein de petits trucs qui prennent du temps. Et du coup, la boîte que tu fais est une boîte différente quand tu lèves des fonds. Et il faut pas se dire que rien ne va changer puisque c'est faux, en fait. Donc, ça va te prendre un peu de temps, ça va te prendre un peu de charge mentale. Personnellement, je trouve que c'est utile. Parce qu'en gros, ça te pousse à avoir une boîte ultra carrée. Donc moi, je suis assez content d'avoir fait ça. Et idem, que ce soit sur la partie finance ou que ce soit sur le board, où en fait, ça te pousse de te mettre des objectifs assez élevés et ambitieux. Et donc, tu as un peu un accountability partner, donc quelqu'un qui va te permettre de valider que tu as tenu tes promesses. Et ça, c'est quand même assez utile puisque ça te challenge et donc ça permet à la boîte aussi de grossir un peu plus vite. Et le dernier point, c'est encore lié évidemment au terme du contrat, mais faut pas oublier que lorsque tu es dilué pendant des levées de fonds, il faut bien dissocier ta dilution, donc le nombre de pourcentages que tu détiens dans la boîte, et aussi ta dilution au niveau de tes droits de vote. Le droit de vote, c'est le truc le plus important en fait. Il faut être sûr que toi, en tant que président de ta boîte, tu puisses contrôler le destin de ta boîte et souvent, ça passe par le droit de vote. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver dans certains fonds, c'est que rapidement, ils investissent chez toi parce que tu as un beau business, mais ils peuvent penser que tu n'es pas le bon CEO. Et donc, dans leur tête, ils ont potentiellement déjà quelqu'un pour te remplacer. Et si tu n'as pas suffisamment de droit de vote pour décider si oui ou non tu vas rester président, bah en fait, tu peux te faire virer de ta boîte. Et ça, c'est pas un truc que je souhaite, tu vois, aux gens, puisque c'est en général quand ça se passe, c'est que c'est un peu le drama, quoi. Et juste pour être clair, vu qu'officiellement aujourd'hui je suis plus CEO, je suis quand même président de la boîte, j'ai pas été viré. Charles est quelqu'un que j'adore, mais voilà. Cool, bah j'espère que c'était utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Pouh, bisous.